Donc on fait signe à des gens qui, donc au fond, que ce soit vraiment halal, selon une définition dogmatique, pas dogmatique, etc., ça ne pose plus aucun problème. Ça n'a plus de sens. Et ce n'est pas fait pour avoir du sens. C'est fait pour envoyer des signes, pour que les signes se répondent dans une société de signes. Marc Benaïch, la musique, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de halal, ni rien. C'est autre chose. Alors justement, la mondialisation, s'il y a effectivement des codes culturels qui aujourd'hui sont exemptés, exonérés complètement de ces appartenances, de ces crispations, c'est la musique qui, d'une certaine façon, reste la dernière je dirais, ou le dernier havre où on peut effectivement retrouver ce qu'on peut appeler des signes universels. Alors, est-ce qu'il y aurait une musique musulmane, ou est-ce que vous, dans votre quotidien de producteur, je dirais, des goûts musicaux, est-ce que cette mondialisation pour vous est synonyme tout simplement d'universalité? Alors, c'est quand on pose les mots islam, Europe et mondialisation. On parlait tout à l'heure de conflit, moi je ne vois pas la notion de conflit, la notion de guerre. Je préfère parler de tension, parce que heureusement j'ai le sentiment qu'on n'est pas dans le conflit, mais plutôt dans les tensions. Et le monde est en perpétuelle tension, et il y a des tensions qui sont heureusement créatives et créatrices. Pour ce qui est de la musique, c'est vrai que Amandomix, qui est un média sur les musiques dans le monde et les cultures dans le monde, on a eu à cœur de rendre compte, de témoigner de toute l'émergence de ces musiques. Et voilà, moi j'ai eu l'envie de créer Amandomix après avoir découvert pour la première fois Nusrat Fateh Ali Khan, la musique Kawali, sans même, et n'étant ni musulman, encore moins soufi. Après, je suis rentré un peu dans la connaissance de cette musique, mais elle m'avait tellement touché que je me suis dit qu'il fallait absolument essayer de diffuser, de rendre compte de ces musiques et de ces identités. Alors, est-ce qu'il y a une musique islamique? Oui, il y a des musiques sacrées, il y a des musiques liturgiques, il y a des musiques profanes, des musiques religieuses. Bref, la musique est partout depuis que l'homme est homme, depuis l'humanité. La musique, en effet, a ce caractère de fait universel. Et puisqu'elle va directement, voilà, c'est une transfusion, ça va directement dans l'émotion, dans le sens, ça passe pas par l'intellect. Et c'est vrai qu'elle est au-dessus d'un certain nombre de clivages. Alors par rapport à la mondialisation, le terme musique du monde est assez bâtard, il n'a jamais véritablement existé, c'est peut-être un petit peu comme le halal et casino, une démarche business à un moment donné, dans les fins des années 80, pour essayer de faire exister dans les bacs, justement, un Nusrat Fateh Ali Khan, une Césaria Evora, bref, des artistes dont on n'avait pas l'habitude d'écouter les sons. Et le travail, du moins l'expression de ces musiques, il y a deux enjeux en fait. Premier enjeu, c'est par rapport à la mondialisation, c'est justement de dépasser le phénomène de normalisation des goûts, de standardisation, et d'essayer d'émerger par rapport à la soupe ambiante formatée, qu'on peut appeler globalement la musique commerciale. Et il y a dans le monde des milliers et des milliers d'artistes qui créent des musiques absolument extraordinaires, mais malheureusement, en tant que public, ça a du mal à passer dans un premier temps vers nos oreilles parce que nos goûts sont formatés. Donc il y a une nécessité de curiosité pour essayer de dépasser ce premier filtre et de découvrir des musiques extraordinaires. En parallèle, je pense qu'aujourd'hui, quand on évoquait les questions des identités, ce qui est intéressant dans ce qui se passe musicalement, c'est que, on l'a écouté tout à l'heure avec Trans Global Underground, la question de l'identité est de moins en moins pertinente. Et c'est pas forcément de la fusion, on n'est pas non plus dans une soupe des identités, on est dans des rencontres, dans des musiciens qui ont eux-mêmes des identités totalement multiples. Et le XXIe siècle, c'est quand même, je pense, le siècle où l'identité, on peut la recomposer tout au long de sa vie. On n'est pas aliéné à une identité, on n'est pas aliéné à un territoire, à une frontière. Et je crois que ces musiques sont vraiment à l'avant-garde de ce processus et expriment bien ce qui est en train de se passer. C'est cette capacité de se recomposer les identités en permanence. Vous avez tout à l'heure parlé de Nusrat Ali Khan qui nous a quittés il y a quelques années et qui aujourd'hui est en train, d'une certaine façon, d'être reproduit par une autre très belle voix qui est donc
Faiz Ali Faiz, qui reprend un peu, qui est effectivement une voix soufie pakistanaise. Je reviens vers Hakim El Karoui. Alors, ce tour d'horizon nous a permis d'une certaine façon d'aller vers l'Angleterre, la Suisse, Aix-en-Provence, le casino, la musique du monde. Bref, c'est quand même une espèce de crash course. Aix-en-Provence, c'est tout un pays. Ah bah c'est universel, hein. Universel. Carré, ça voulait dire la première partie. Nous allons revenir en France parce que ce qui nous intéresse dans le cas français, il est assez intéressant de voir que c'est le seul pays, pratiquement de tous les pays européens, qui a poussé jusqu'au bout la rupture cardinale entre l'État et les religions et les églises. Est-ce que c'est cela qui explique aujourd'hui cette crispation, cette espèce d'enfermement, ce face-à-face, ce rejet à l'égard d'une religion qui n'était pas jusqu'à présent considérée pas du tout comme un appendice d'une culture judéo-chrétienne? Est-ce que le modèle français aujourd'hui, est-ce qu'il résiste, est-ce qu'il est en crise, ou bien il finira quand même par engloutir sa minorité musulmane? Vous avez été haut fonctionnaire, vous êtes banquier, vous êtes essayiste. On aimerait quand même avoir l'avis des trois. Oui, en 35 secondes. Écoutez, d'abord, je ne suis pas sûr qu'en France, il y a une séparation entre la religion et l'État. Est-ce qu'il y a une rupture? Non, je ne crois pas, en fait. Il n'y en a pas. Oui, c'est pas une rupture, c'est une séparation. D'ailleurs, ça s'appelle loi de séparation. Et qui dit que la République reconnaît les cultes. Elle ne les subventionne pas, mais elle les reconnaît. Donc, l'islam a sa place, comme les autres religions, dans la République. Après, on est à l'Institut des cultures d'islam, et l'Institut des cultures d'islam, il a une ambition, c'est faire connaître la réalité de l'islam, entre les réalités de l'islam. Il y a aussi pour ambition de faire des démagogues. Il faut aussi comprendre le problème que pose l'islam. Peut-être pas l'islam, parce que l'islam, en fait, ça ne veut rien dire, l'islam, c'est les musulmans. Et parmi les musulmans, il y a plein de sortes de musulmans. Il y a des musulmans qui sont respectueux des codes, des identités, des valeurs traditionnelles de la République, et puis il y a ceux qui ne sont pas respectueux de ces codes, de ces identités, de ces valeurs. Et eux, c'est évidemment eux qu'on entend le plus, puisque les autres, on ne les voit pas, puisqu'ils se comportent comme les Français les plus traditionnels. Et donc, on a une difficulté, c'est qu'on n'entend pas ceux qui, en fait, devraient incarner l'islam de France. On entend des militants autoproclamés de l'islam, non pas de France, mais plutôt en France, qui vont vous expliquer que l'islam c'est ça, de toute éternité, et que, pas de chance, l'islam de toute éternité, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est le Coran qui est notre constitution, etc. Donc il faut qu'on ait conscience que, perçu par des gens qui ne connaissent pas, qui entendent ce que finalement le discours dominant sur l'islam qui est tenu par les musulmans qui considèrent que l'islam est une politique, ça fait peur. Puis quand en plus il y a des terroristes, ça fait encore plus peur, parce qu'on se dit vraiment, non seulement le discours est désagréable, mais qu'en plus il peut y avoir de la violence. Donc ça c'est la deuxième chose. L'islam soit accepté, il faut qu'on entende autre chose que des islamistes, en sens politique, et évidemment que ceux qui sont carrément violents. Ensuite, moi je pense que le processus avance, en fait, assez bien. Assez bien parce que, encore une fois, on est en train d'inventer une façon d'être musulman en France. Enfin, les musulmans de France sont en train d'inventer une façon d'être musulman en France. C'est nouveau parce qu'effectivement, c'est une religion qui est quand même assez nouvelle, même si l'Algérie fait partie de la France. C'est nouveau aussi parce que, tout simplement, il y a une génération qui arrive, dont les parents, en fait, qui étaient des immigrés, le grand mouvement d'immigration, il commence en 55. 55, 75. Aujourd'hui, les enfants, ils ont une quarantaine d'années. Leurs parents, ils étaient désislamisés, la plupart. Ils venaient de milieux ruraux où, en fait, la religion n'était pas centrale. Il y avait une culture, il y avait une tradition, il n'y avait pas de religion. Donc les enfants sont en train de réinventer, de retrouver une religion qui fait souvent partie de leur identité, puisque, en fait, on leur dit que vous n'êtes pas exactement totalement français, et puis eux, ils ont bien compris que ce n'était pas exactement totalement marocain, algérien, tunisien, sénégalais, etc. Donc l'islam devient une identité pour eux. Donc on a un phénomène compliqué avec une religion qui n'est pas très connue, des porte-paroles qui ne sont pas forcément très en ligne avec le discours et les valeurs dominantes, et puis des gens qui se cherchent. Donc ça crée non pas du conflit, ça crée de la